La Janjo Bardo Dani Kazu Dagi Jinzagi Vetsohnangi Dora Benjira Sangi Ruba Jo Sangi Chudan Sagi Chonana Janjo Bardo Dani Kazu Dagi Jinzagi Vetsohnangi Dora Benjira Sangi Ruba Merci beaucoup, merci d'être là. Merci de vous être accrochés pendant tout ce programme de DB. Et, on a fait des choses merveilleuses ensemble. C'était vraiment super. On s'est éclaté. Moi, le premier. Donc, merci. Et alors, ce soir, c'était un petit peu un mélange entre questions-réponses. Si vous aviez des questions, sinon c'est moi qui peux vous en poser. Et sinon, et sinon, de parler un petit peu de la suite. Ouais. Ouais. OK. Donc, ça. Non, on a parlé avec Greg, c'était intéressant aussi. Et ouais, c'était différent, c'était en petit comité comme ça. Et voilà, c'était bien. Ouais. Oui, c'était sur les vœux, c'était intéressant. Ouais, exactement. On s'est dit que peut-être ce serait bien s'il y a des gens qui ont des vœux laïques ou des vœux de bodhisattva, mais plutôt des vœux laïques, d'avoir l'occasion parfois, s'il y a une offense au vœu qui a été faite, de pouvoir confesser. Voilà, on s'est dit, tiens, pourquoi pas à Jean-Paul ou à Vénérable Obsang. Tu vois, s'il y a des fois quelqu'un qui a écrasé une fourmi, par exemple, on parlait de Vénérable Genlosel hier, et en fait, justement, on se confesse mutuellement. Lui, il a écrasé une fourmi aujourd'hui. Et par mail, par WhatsApp, il suffit juste de confesser euh, de manière claire devant quelqu'un qui, au moment où on confesse le vœu, a soit pas rompu son vœu, enfin, soit pas offensé son vœu, soit l'a réparé. Et donc, ça nous permet de garder la possibilité de réparer nos vœux si on voit qu'ils ont été un peu endommagés, etc. Donc, c'est bien d'en parler aussi parce que les gens ne savent pas nécessairement. Tu vois, par exemple, si vous avez tué un insecte, normalement, on a une offense au vœu que si on le tue volontairement. Donc, en plus, nous, on parlait hier de involontairement. Donc, c'est encore moins une offense au vœu, mais parfois on se sent mieux quand on confesse, alors qu'on a écrasé une fourmi qu'on n'avait pas vue ou un escargot qu'on n'avait pas vu. Et donc, juste pour se sentir mieux avec ça, ça peut être une bonne façon de réparer, parce que comme on se disait, en fait, le fait de tuer, c'est une négativité naturelle. Donc, il n'y a pas besoin de prendre un vœu pour que ce soit négatif, hein, quand c'est volontaire. Oui, oui, tout à fait. Ils peuvent être redonnés aussi. Si tu les as, tu peux les partager. Ouais, c'est pas grave. Exactement, tout à fait. Mm. C'est bien ça aussi. Et ça peut être partagé sur le WhatsApp ou sur ou je sais pas, ça pourrait être partagé comme ça pourrait être bien. Et parce qu'en effet, comme on s'est dit, c'est une négativité naturelle. Donc, si on n'a pas pris de vœu et qu'on tue volontairement, parce que là, on parle de volontairement, mais quand on ne sait pas, c'est juste un acte posé, c'est pas un acte accumulé. Mais c'est bien de purifier, par exemple, si c'est volontaire. On se dit, tiens, ou plus ou moins volontaire, on sait très bien qu'il va y avoir une bestiole qui est là, puis on y va quand même, etc., etc. Donc là, ça on purifie avec Vajrasattva, avec des pratiques de purification, etc. Mais si on avait pris le vœu, c'est en plus une négativité proscrite par le Bouddha. C'est pas qu'une négativité naturelle. Donc, c'est pour ça qu'hier, on se disait, bah, il y a la purification de l'acte négatif, naturellement négatif, et il y a la réparation du vœu qui ne se fait qu'au travers d'un rite. Parce qu'on a pris le vœu au travers d'un rite, la réparation du vœu se fait au travers d'un rite. Donc c'est pour ça qu'on parlait de ça hier. Et en effet, on parle uniquement des offenses. Et c'est vrai que quand on se disait, on écrase une fourmi, on ne sait pas qu'elle est là, etc., ça n'a rien à voir. C'est même pas intentionnel, c'est même pas une offense. Et c'est intéressant de se poser ces questions-là. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Alors, moi, j'ai suggéré Jean-Paul parce que Jean-Paul a certainement réparé s'il y avait eu des offenses, etc. J'imagine qu'il n'y a pas d'offense. Mais si jamais c'était le cas, et après, on s'est dit, tiens, pourquoi pas.
vénérable au sang, par exemple. Et ça peut être la personne qui vous dit, tiens, j'ai quelque chose à confesser, s'il y a besoin, s'il y avait besoin. Ça peut être une bonne façon de procéder. Voilà, c'était ça qu'on avait évoqué, des choses comme ça. Oui. Juste pour être sûr pour réparer, il faut reprendre les deux, ou bien juste le fait qu'on fait ça. Alors, si c'est une offense uniquement, il n'y a pas besoin de reprendre. Si c'est rompu, comme on disait, rompre le vœu de ne pas tuer, il faut tuer un être humain délibérément. Donc là, c'est quand même très... Faut déjà y aller, quoi. Ça n'arrive pas tous les jours. Ouais. On s'était dit, par exemple, pour le vol, il faut voler quelque chose de conséquent. Pas juste un stylo à la boîte dans laquelle on bosse, etc. Ou un mousqueton, quelle horreur. Non, je rigole. Attention, faites attention à ce que vous faites avec vos mousquetons, hein, si on en avait ici. Et vos vélos. Et donc, oui, c'est juste une offense si c'est un stylo, une petite chose. Après, c'est sûr que si c'est une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, par exemple, quelqu'un qui ne paierait pas ses taxes, par exemple, qui doit 1 euro par mois à l'État et qui ne paye pas 1 euro par mois, au bout d'un moment, ça devient quelque chose de conséquent. Donc, on pourrait se dire, bah non, c'est rien. Si, si, ça peut finir par être une rupture totale du vœu de ne pas voler. Donc, des choses comme ça. Après, pour le mensonge, on a dit, c'est pas juste des petits trucs, genre tu vas où, t'as pas envie de dire que tu vas manger un burger avec Jean-Paul. Donc, tu dis, bah, je vais dans la direction opposée, tu vois. Ça, c'est une offense. Mais une vraie rupture, c'est mentir sur ses réalisations. C'est-à-dire, moi, je peux voler dans le ciel, j'ai réalisé les rêves qui tenaient, etc. Donc, c'est des choses comme ça. C'est bon à savoir. Hein? Pardon? Ça y est, bien. Oui. Ah oui, exactement. Il y a des gens. Où est-ce que j'ai dit ça? Ah, c'était dimanche. Oui, exact. Oui, oui, j'ai vu ça une fois, ouais, c'était trop drôle. Ouais. C'était sur YouTube, il y a des gens des journalistes qui interviewent des gens qui sont éveillés, qui disent alors, c'était quel jour? Et puis la personne qui dit alors, c'était au mois de mars. Ah, et t'as obtenu d'abord quel boumi, quel jour? Et donc, ils sont là, mais ils sont très sérieux, en fait. Ils sont de bonne foi. Ça fait peur. Et donc, enfin, des choses comme ça. Et, et donc, voilà, c'est ce on s'était un petit peu dit hier. Et puis après, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, des choses qui vous paraissent peu claires, qui ont besoin d'être revues. Ouais. Il y a deux. Ouais. Il y en a une que j'ai déjà posée. Ouais. C'est est-ce que la tasse est couleur turquoise ou... Pas de sujet. C'est au sujet de la motivation. C'est pas que je ne sois pas d'accord, c'est pour essayer de comprendre. Bien sûr. Quand on fait la motivation, il faut que dans le Mayana, on souhaite atteindre les mails, parce qu'on sait qu'on a actuellement on est limité et que on est encouragé à atteindre les mails pour le bien de tous les êtres et pour pouvoir nous-mêmes éliminer la maladie. Oui. Mais les Bouddhas, il y en a déjà une infinité. Oui. Et chaque Bouddha a la capacité de se démultiplier à l'infini. Oui. Oui. Et donc, est-ce que ça change, moi, un Bouddha, le bien de tous les êtres? Oui. Ça peut changer beaucoup de choses pour ceux qui ont une connexion karmique plus euh, forte avec toi. Alors, effectivement, on a déjà répondu ça. Or, on apprend que tous les êtres ont été nous-mêmes. Oui. C'est pareil pour chaque être, parce qu'on a eu une infinité de conditions. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a une connexion karmique très proche, Oui. tous, les uns avec les autres. Oui, d'une certaine manière, oui. Donc, des personnes qui déjà travaillé par le passé aussi. Mm. Donc, pour moi, ça paraît contradictoire. Oui, ça paraît contradictoire, bien sûr. Parce que si on parle au sens de l'infini, statistiquement, c'est infini qu'on ait pu être frère, sœur, père, fils, etc., avec n'importe quel être, une infinité de fois. Mais il est fort possible que ce ne soit pas nécessairement le cas. Ça pourrait être, par exemple, plus souvent mari et femme, par exemple. Par exemple, c'est ce qu'a dit le Bouddha quelque part, à un moment donné, dans un sutra, il dit avec Yashodhara, avec sa femme, avant qu'il soit éveillé, avant qu'il ait pris l'éveil monastique, il était marié, bien sûr, à Kapilavastu. Et il a dit que ce n'était pas que dans cette existence-là. Donc, bien sûr, on se dit statistiquement, on a pu avoir une connexion infinie, un nombre de connexions infinies avec une infinité d'êtres.
Mais statistiquement, il est tout à fait possible qu'avec certains êtres, ce soit une relation un lien très spécifique qui se répète encore. Pourquoi pas? Et donc, dans ce cas-là, le lien est d'une certaine manière plus fort ou oui, le lien est plus fort que dans d'autres cas. C'est tout à fait possible. Parce que nous, on dit oui, une infinité de fois, on se dit statistiquement, c'est possible, mais on n'a rien qui puisse le quantifier. On se dit que c'est possible statistiquement qu'une infinité d'êtres ait pu être une infinité de fois ma mère, par exemple. Mais si ça se trouve, c'est pas le cas. Peut-être qu'il y a certains êtres. Alors peut-être que tous les êtres ont été une infinité de fois ma mère, enfin, ont été une fois, au moins une fois ma mère au cours d'une infinité de renaissance. Et peut-être que ma mère actuelle, peut-être qu'elle l'a été plus de fois encore. C'est tout à fait possible. Rien ne l'empêche. Et donc, ça veut dire que la connexion est plus forte dans ce cas-là. Donc, Et, il y a des oui, différences de connexion, différentes Attention. de connexion. oui, ça peut être le cas. Oui, ça peut être le cas. C'est ça, si j'avais de la ça peut être Oui, exactement. C'est comme ça que c'est expliqué en général, parce que sinon, en effet, ton argument, il est très valide. Sinon, qu'est-ce qui fait que spécifiquement, certains êtres attendent que ça, que j'atteigne l'éveil, alors que ils ont la même connexion avec d'autres Bouddhas. Et les autres Bouddhas feront le job aussi bien que moi, si c'est pas mieux. Donc, en effet, l'argument est très valide. Si c'était nécessairement comme ça, une infinité de fois, à chaque fois, avec tous les êtres, etc. Mais c'est juste que ça, c'est une possibilité statistique. Ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement le cas. Et en effet, d'après cette mention du Bouddha en disant Yashodhara, on n'a pas été marié et femme que dans cette existence, ça tend à vouloir dire que, en effet, certaines relations se font sur de nombreuses existences. C'est tout à fait possible. Mais c'est difficile, hein, pour nous, c'est un phénomène caché, donc on peut juste essayer de déduire un petit peu ça, mais c'est pas une réponse catégorique en disant, ah bah si, c'est sûr, vous avez nécessairement, vous, une relation depuis le début de son commencement. Ça, c'est difficile à dire, on pourrait pas, il n'y a qu'un Bouddha qui peut le savoir. Pas évident, hein. C'est ma question. Oui. Il me semble que peut-être qu'il a pour retourner le jeu. Mhm. C'est bon. Oui. Les lieux, Les sons, c'est bon. oui, exactement. Laissez les parler la question. Oui. Et puis, il y a peut-être des êtres là qu'on ne voit pas, qui sont très loin dans un autre univers. Le jour où on les verra, on se sentira tout de suite en connexion. Là, on n'a pas la capacité de les voir, mais parfois on ressent presque viscéralement qu'on se connaît, que ça passe tout seul. Enfin, c'est intéressant de voir ça, hein. Avec des maîtres aussi. Des différences, tu rencontres un mec, tu la transformes au même endroit, toi tu vas ressentir quelque chose, moi pas, ou inversement. Mhm. En fonction de ça. Ouais. Ou avec une déité. Mhm. Ou avec une déité particulière, tu vas te sentir plus sans vraiment savoir pourquoi. Tout à fait, c'est possible. Oui, ouais, tout à fait. Donc oui, c'est sûr que là, de cette histoire des vies passées, en effet, c'est juste se dire, oui, c'est tout à fait possible statistiquement parce qu'il n'y a pas de début. Et après, aller plus dans les détails et avoir des réponses plus catégoriques, il n'y a que les Bouddhas, hein, en effet, qui pourraient dire, bah voilà, pendant un nombre X de renaissances, etc., etc. Ils te donneraient exactement tous les détails et tout. Comme ça, bon. Le jour où tu obtiendras l'éveil, tu verras toi-même. Oh! Ah, c'est pour ça. Ouais, exactement. Tu te diras, ah, c'est pour ça. Peut-être qu'à ce moment-là, je saurais faire aller voir ça. Ouais. Je sais pas. Ouais. Il y avait une autre question? Ouais. Ok. Moi, je peux poser une. Voilà, si tu veux. S'il n'y a pas de. On dit que l'effet est similaire à la cause, et puis il y a l'état de Bouddha qui est un état avec donc plus il voit la omniscience, plus il voit
Enfin, il n'y a plus de voile, dont le voile à l'omniscience, qui fait la différence entre la libération et l'état de Bouddha. Mm. Et la question, en fait, c'est comme tout est perfectible et puis qu'on avance pas à pas, est-ce que le bodhisattva de la 10e terre qui est au bout, est-ce qu'en fait, est-ce qu'il y a un saut quantique entre cet état-là et l'état de Bouddha, puisqu'un bodhisattva n'est pas un Bouddha, même s'il est à la 10e terre, voilà. Mm. Sinon, enfin, voilà, c'est deux mondes différents. Oui. Mais est-ce que il y a entre guillemets un saut quantique et puis que l'instant d'après, bam, tout à coup on est Bouddha, et puis l'instant d'avant on ne l'était pas, Mm. ou est-ce que justement c'est tellement subtil que en fait un bodhisattva dès la 10e terre, au bout du chemin, juste avant l'instant d'après où il va devenir Bouddha, il a déjà quasi toutes les réalisations du Bouddha, un bon bout de l'omniscience et tout, puis en fait c'est juste graduel et une continuité. Oui. Oui, parce que il y a beaucoup de choses qui sont similaires à un Bouddha. Pour un Bodhisattva du 10e Buni. Beaucoup de choses. Mais c'est pas encore infini. Il n'y a qu'au moment de l'éveil où toutes ces qualités deviennent infinies. Mais ça semble être infini. Si on devait discuter avec Arya Avalokiteshvara et que lui poser des questions, comme on poserait les questions au Bouddha, la réponse serait très similaire. Nous, on verrait peut-être même pas de différence entre les deux. Ouais, exactement. Parce que dans les sutras, c'est un bodhisattva et dans le contexte tantrique, c'est un Bouddha. Ouais. Ah, Par exemple, en Guhya Samaja, c'est l'une des 32 déités. Donc, c'est nécessairement un Bouddha, même s'il a le nom d'un bodhisattva. Mais, en effet, nous, on ne verrait pas trop les différences. Il a encore, hélas, une dernière trace de voile cognitif. Donc, il ne pourrait pas nous dire, par exemple, répondre à la question d'Annick juste avant. Il ne pourrait pas répondre. Si les connexions sont trop lointaines, trop subtiles, etc., il pourrait en connaître un nombre inconcevable, mais pas un nombre infini. Il manque encore quelque chose. Donc, ce qui se passe, c'est que le dernier moment d'un être conscient, c'est de ça qu'il s'agit, c'est le dernier moment d'un être conscient. Après, cette personne n'est plus un être conscient, c'est un Bouddha. Et donc, cette personne va à nouveau méditer sur la vacuité avec la puissance de la bodhicitta. Si on parle, comme on a évoqué hier avec Greg, du point de vue des tantras, il va recevoir une dernière initiation tantrique, etc. Dans les tantras supérieurs qui font qu'il va à nouveau réaliser la vacuité, mais plus avec la conscience ordinaire, avec l'esprit inné de clair-lumière. Ouais, la clair-lumière qui ne se manifeste qu'à la mort. Donc, cette clair-lumière qui ne se manifeste qu'à la mort, normalement, elle se manifeste à ce moment-là pour réaliser la vacuité. Et donc, les apparences dualistes extrêmement subtiles qui correspondent au voile cognitif subtil, très subtil dans les tantras supérieurs, vont être éliminées. Et ce bodhisattva va être dans le dernier samadhi semblable au diamant. Ouais, c'est un samadhi semblable au diamant, ça veut dire que c'est un dernier samadhi qui est inébranlable, qui est indestructible et qui lui-même détruit les dernières traces. Et donc, à ce moment-là, le bodhisattva va méditer sur la vacuité. Avec ce dernier samadhi semblable au diamant, il va éliminer les dernières traces de voile cognitif et il ne sortira plus jamais de son absorption sur la vacuité. Jamais. Mais en même temps qu'il va méditer sur la vacuité, les vérités conventionnelles vont se manifester en même temps. C'est la seule possibilité, c'est un Bouddha qui peut faire ça, qui perçoit les deux vérités en même temps, qui les perçoit. Nous, on peut les concevoir en même temps, mais lui, il les perçoit en même temps sans aucune confusion et de manière simultanée. Donc, il ne sort jamais dans son absorption sur la vacuité, mais les vérités conventionnelles apparaissent et toutes les vérités conventionnelles apparaissent. C'est un petit peu ce qui se passe et ce qui est expliqué dans les textes. Je sais pas si ça répond à ta question ou si c'est... ça répond partiellement parce que c'est plus clair le chemin, le cheminement, mais il y a cette histoire d'effet similaire à la cause. Oui. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une sorte de saut quantique quand même, puisque Ah, justement, oui. c'est le dernier moment de conscience. Donc, c'est-à-dire, avant, il y a de la conscience, même subtile, pouf, puis tout à coup, il n'y a plus. Alors en fait, Le moment d'après, on dit il qu'un n'y a plus de moment, en fait. on dit qu'un Bouddha n'est pas un être conscient, Ouais. mais ça veut dire, oui,
Elle n'est pas un être conscient parce que quand on dit sentient en tibétain, pour dire un être conscient, ça veut dire un être doué d'une conscience obscurcie ou voilée. C'est ça que ça veut dire. Mais exactement, tout à fait. Mais on peut le comprendre comme étant, il n'a plus de conscience. Chez les Nyingmapa, ils diront ça. Les Nyingmapa, ils diront, le Bouddha n'a pas de conscience, il a que de la sagesse. Mais chez les Gelugpa, on va dire, c'est quoi la définition de la sagesse? C'est clair et cognitif, donc c'est de la conscience. Donc on pourrait débattre là-dessus. Mais en effet, si on dit ce n'est pas un être conscient, c'est-à-dire ce n'est pas un être qui a une conscience voilée. C'est ça que ça veut dire. C'est intéressant, hein? C'est important de préciser. Vous avez utilisé une fois l'exemple de l'eau, de l'eau, Oui, bah, les salles, oui, la ouais, ouais. Exactement. Une dernière fois, Exactement. Donc cette dernière fois, c'est ce dernier samadhi semblable au diamant qui arrive à la fin du continuum d'un être conscient. c'est vraiment Ah oui, oui. Même si, bien sûr, du point de vue des tantras supérieurs, les choses arrivent assez soudainement. Parce que la personne qui réalise la claire lumière a de signification. Donc, la claire lumière de la mort, qui réalise directement la vacuité, cette personne élimine du coup, d'un seul coup, presque, le voile afflictif. mais par exemple, si on fait dans l'eau, si c'est graduel avec les terres, c'est que Ouais. dans l'eau, il reste une molécule. C'est un peu ça. Il ne reste plus que vraiment une dernière trace de voile cognitif très subtil. Et pour les tantras supérieurs, c'est les trois apparences blanches, rouges et noires. C'est ça qu'il s'agit qu'il s'agit en réalité. Elles-mêmes, elles doivent être éliminées pour éliminer ce voile cognitif subtil, extrêmement subtil. Donc c'est graduel. Mais c'est vrai que le Bouddha continue d'avoir une conscience. Mais ce n'est plus un être conscient dans le sens, c'est plus un être doué de conscience voilée. C'est toujours, c'est intéressant parce que les Tibétains veulent pas dire qu'il soit un être conscient, mais ils sont capables de dire que c'est une personne. Or, en tibétain, Ganzak, personne, ça veut dire totalement contaminé. Si on prend les choses au sens littéral, ils disent c'est pas un être conscient, mais il est totalement contaminé. Ça fait bizarre. Mais en tout cas, oui, il reste une personne, donc il a une conscience pure, pure et parfaite, qui perçoit tout ce qui doit être perçu. Donc les vérités ultimes et les vérités professionnelles en même temps, sans aucune confusion. Et est doué d'une compassion infinie, d'une sagesse infinie, d'une puissance infinie, etc., etc. Donc c'est infini, c'est ce que dit Nagarjuna dans le Ratnavali. À un moment donné, elle dit, elles accumulent des mérites infinis pour un nombre infini d'êtres, pour obtenir des qualités infinies au moment de l'éveil infini. C'est juste magnifique. Donc, c'est exactement ça la différence. Un bodhisattva reste, même un bodhisattva du 10e bhumi, a des qualités immenses, mais elle reste encore limitée. Il n'y a que chez un Bouddha où c'est illimité. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Et en effet, il y a cette question qui se pose. On dit, oui, comment est-ce qu'un être conscient, donc un non-Bouddha, peut devenir un Bouddha? Ouais, c'est ce que dit la Tsongkhapa et on est donné dans le Bon Parabsal, je crois, le commentaire Madhyamaka Vatara, où des gens disent, bah oui, mais la cause et son effet sont contradictoires. Une graine n'est pas une pousse n'est pas une graine, comment est-ce que la graine peut donner la pousse? Et lui, il dit, bah, si la cause et son effet ne pouvaient pas être contradictoires, comment est-ce qu'un être conscient peut donner un Bouddha? Parce qu'un être conscient n'est pas un Bouddha. Et un Bouddha n'est pas un être conscient. Or, l'un donne naissance à l'autre. Rien ne l'empêche. Or, c'est quand même une continuité de nature similaire. Les deux sont des personnes. Ouais, il n'y a pas une non-personne qui donnerait naissance à une personne. Une table n'est pas une personne, elle ne donnera jamais une personne. Ouais. En tout cas, elle ne peut pas être la cause substantielle d'une personne. Une personne pourrait être une condition d'une table. Quand tu fabriques une table ou un meuble en bois, tu es l'une des conditions de cette table. Tu n'es pas sa cause substantielle. Donc, en tant que condition, ça ajoute. Mais en tant que cause substantielle, la cause substantielle, ça veut dire que c'est la même continuité qui se transforme, ou la même, comment dire, l'entité même de la cause se transforme pour donner l'entité de son effet. Or, une table ne donnera jamais une personne ne donnera jamais une table, dans le sens, c'est pas la personne elle-même, même si elle se coupe et qu'il y a un petit peu de sang qui tombe dans le bois, ce ne sera même pas la personne elle-même, ce sera une partie de son corps qui va tomber dans le bois. C'est même pas la personne qui se transforme en table, c'est impossible. Mais l'un peut être la condition de l'autre, même si elles ont des natures assez disparates. Par exemple, la tasse, c'est de la matière. Et notre conscience visuelle, c'est pas de la matière, c'est de la conscience. Or, sans la tasse, il n'y aurait pas cette conscience. Donc, elle est la condition, une des conditions de notre conscience qui a pris cette tasse.
Et c'est pas grave. La tasse, c'est de la matière, la conscience, c'est pas de la matière, mais la tasse n'est pas la cause substantielle de la conscience qui l'appréhende. C'est l'une des conditions. Tout va bien. Dans ce cas-là, c'est oui. Par contre, un être conscient qui donne un Bouddha, c'est nécessairement l'être conscient qui est la cause substantielle du Bouddha. Forcément. Parce que c'est la même continuité substantielle. Et là, ça continue, entre guillemets, ma question. Enfin, vu qu'on en est là, toutes les représentations des Bouddhas, ben, des Tara, Bouddha de médecine, ben, tous ceux qu'on a un peu là et tout ça, justement, il y en a, c'est des bodhisattvas, d'autres c'est des Bouddhas, donc ça veut dire que tous ont été des personnes qui ont évolué et puis qui sont arrivés, soit des bodhisattvas, soit des Bouddhas, ou est-ce que, enfin, Oui, c'est toujours comme ça? Enfin, oui, oui. C'est toujours comme ça. Il n'y a jamais aucun Bouddha qui ait été Bouddha depuis toujours. Même quand on dit en tibétain Deme Sangye, Bouddha primordial, Deme Sangye. Par exemple, dans la tradition Nyingma, on parle de Kuntu Sampo, par exemple. Kuntu Sampo, on ne retrouve pas ici, mais qui est un Bouddha bleu, tout nu, et qui représente le fait que notre esprit a la capacité de s'éveiller n'importe quand, pour peu que les conditions soient appropriées. C'est ça que ça veut dire Bouddha primordial. C'est-à-dire que notre esprit, s'il parle en fait, de la nature de Bouddha, vu que notre esprit a la capacité de s'éveiller n'importe quand les conditions sont appropriées. Ça ne veut pas dire que, on ait toujours été des Bouddhas. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un ait été depuis toujours un Bouddha. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais dans la tradition bouddhiste d'acceptation que quelqu'un qui ait comme un âge d'or, un âge d'or, après un âge de bronze, après un âge de métal, etc. Il n'y a pas d'âge d'or de l'éveil de quelqu'un, de paradis de quelqu'un qui ensuite aurait chuté du paradis, ou qui aurait été un Bouddha, puis après un être conscient. Non, c'est toujours dans l'autre sens. C'est d'abord un être conscient et ensuite un Bouddha. et les représentations, par exemple, Ouais, il y a des Bouddhas et puis il y a des bodhisattvas. ouais, Tu peux juste nous citer, ouais, Tara, par exemple. C'est un bodhisattva, ouais, la représentation, ou c'est un Bouddha? ouais. Si on prend le contexte des sutras, Tara est un bodhisattva du 10e Bhumi, Arya Avalokiteshvara aussi, Arya Manjushri. En fait, il y a 8 bodhisattvas proches du Bouddha qui sont des bodhisattvas du 10e Bhumi. Ouais, les 8 bodhisattvas proches, vous avez certainement entendu leur nom, Arya Maitreya, Kshittigarbha, Vajrapani, Akashagarbha, Lokeshwara, Arya Manjushri, Sarvanirvana Vishkambin, Samantabhadra. Donc les 8 bodhisattvas proches du Bouddha sont des bodhisattvas du 10e Bhumi. Et Tara aussi, et qui d'autre, plein d'autres, Vajrapani, on l'a déjà cité. Et donc, ça, c'est dans le contexte des sutras, mais dans le contexte des tantras, ce sont des Bouddhas pleinement éveillés. Qui se... Alors, oui, la deux noms, celui que j'ai cité tout à l'heure, Kuntu Sampo, c'est le Bouddha primordial, Samantabhadra en sanskrit, et à ne pas confondre avec le Bodhisattva Samantabhadra, qui est l'auteur de la prière d'aspiration royale. Ouais, deux continuums différents. Ouais. Kuntu Sampo, il est plus archétypal d'une certaine manière, c'est un archétype. C'est plus la symbolique de Rigpa, de la nature de l'esprit qui est capable de s'éveiller, etc. Euh, mais on pourrait dire à la rigueur, si, pourquoi pas, c'est un Dharmakaya. Kuntu Sampo, on peut le voir comme ça. Ouais. Donc, du point de vue des tantras, ce serait difficile de dire que ce ne serait que des bodhisattvas. Ouais, par exemple, justement, comme on disait tout à l'heure dans Sri Gurya Samaja, dans les 32 déités, il y a les 8 bodhisattvas proches. Mais ce sont des déités tantriques, ce sont des Bouddhas pleinement éveillés, puisqu'ils sont leur continuum est exactement le même que la déité principale. Dans un mandala, ça on en avait déjà parlé, je crois. Dans un mandala, toutes les déités qui sont incluses dans le mandala sont nécessairement un même continuum, sont des émanations de la déité principale. Et donc, si la déité principale est un Bouddha, il n'y a aucune raison qu'une de ces émanations dans le mandala ne soit qu'un bodhisattva, c'est pas possible. Puisqu'ils ont le même continuum mental. Si l'un est un Bouddha, les autres sont nécessairement des Bouddhas. Ouais. Donc, dans le contexte tantrique, ils sont plus des Bouddhas. C'est ce qu'avait dit Venerable Nandul aussi. Il avait dit que Arya Manjushri, dans le contexte du Tantra, est un Bouddha pleinement éveillé. C'est le Bouddha de la sagesse. Dans les sutras, c'est le Bodhisattva de la sagesse. Donc, c'est un peu deux visions différentes. Mais la représentation, c'est la même. Oui, Si on voit une pas tanka, nécessairement. Elle n'est pas nécessairement la même.
Par exemple, justement, ces 8 bodhisattvas dans le mandala de Guhya Samaja, ils vont avoir 3 visages et 6 bras, tous. Alors que dans le contexte des sutras ou de d'autres classes de tantra, parce que si c'est Aryatara, elle appartient à plusieurs classes de tantra. Par exemple, la pratique de Chintamani Tara, c'est un tantra supérieur, mais elle a quand même seulement un seul visage et 2 bras. Parce elle a ce mandala, à elle, elle a plusieurs mandalas. Chaque déité a plusieurs mandalas. Kriya, Charya, Yoga, Tantra, Anuttara, etc. Le Bouddha de médecine aussi, il a aussi des représentations de plusieurs classes de tantra. Et il a même des représentations dans des pratiques qui ne relèvent que des sutras, etc., etc. Donc après, c'est à nous de savoir si on reçoit telle ou telle initiation, si on a telle ou telle pratique, de savoir est-ce que ça correspond à une pratique des sutras, est-ce que ça correspond à une pratique des tantras, si c'est une pratique des tantras, à quel niveau de tantra, etc. Est-ce qu'on a des vœux tantriques ou pas, etc. C'est bon de le savoir. C'est intéressant de le savoir. Il vaut mieux le savoir. Donc en effet, ça peut nous perdre de voir toutes ces déités. Euh, Par exemple, il y a des formes différentes. Par exemple, ici, c'est Arya Maitreya, assis à l'occidental. Mais nous, on a souvent l'habitude de le voir comme pour les reliques, avec, comme le Bouddha en tenue monastique. Et juste un stupa là. Ouais, ça vous l'avez déjà vu comme ça? Non? Ouais. Il est à la droite du Bouddha. Et donc, ça, c'est une représentation de Sambhogakaya d'Arya Maitreya. Alors que là, la représentation avec le stupa, avec la tenue monastique, c'est Nirmanakaya. Ouais. Et donc, ça, Ouais, 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 ça joue. c'est comme le Bouddha là, c'est la représentation Nirmanakaya Voilà, du Bouddha, exactement. Shakyamuni. Exactement. Alors que si c'est Vajradhara, par exemple, bleu, avec le Vajra, etc., là, c'est le Bouddha Shakyamuni, mais sous sa forme de Sambhogakaya. Ou voire même de Dharmakaya. Pourquoi pas, on peut le voir aussi comme ça. Ouais. C'est plutôt même Dharmakaya. Et puis Vajrasattva, ce serait le Sambhogakaya. Le Sambhogakaya. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça peut nous confusionner tout ça, mais après, euh, oui, c'est pas si grave d'ailleurs, hein, d'être un peu confusionné par toute cette diversité. Mais après, c'est juste que bah, ce qu'on apprend progressivement au fil des années, des études, etc. C'est ce qu'on apprend un peu progressivement. On sait que s'il y a des joyaux, qu'il y a plusieurs bras, etc., il y a peu de chances que ce soit un Nirmanakaya, ou un Sambhogakaya, avec les soieries, etc., etc. Mais ça peut être un Sambhogakaya d'un Bodhisattva ou d'un Bouddha. Alors, il y a un Sambhogakaya de Bodhisattva, c'est un non existant. Il y a que Ah, le- ben non, c'est juste, il n'y a que les Bodhi- Ouais, il y a que les Bouddhas qui ont ouais, ouais, tout à fait. les Kaya. Mm, ouais. Et ça peut être un Bouddha qui prend l'apparence d'un Bodhisattva de manière didactique. C'est bon, on va Bon, Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. un Bouddha, il prend pas que une apparence, c'est pas une personne. Il peut prendre une apparence d'un animal, il Oui, peut prendre une apparence d'une table, oui, d'un pont, oui. il peut. Il peut, mais il faut interpréter. Ce qu'avait dit Venerable Geshe Gensen à Nanda, c'est que quand on a ces prières des Bodhisattvas Shantideva, puisse-je être un pont, une barque, etc., cette magnifique prière. Ouais. Oui, elle dit en fait, ça fait partie des prières irréalistes des Bodhisattvas. Il y a plein de prières irréalistes, irréalisables. On va dire, c'est mieux de le dire irréalisable, parce que irréaliste, ça fait un peu irrationnel. Alors que là, c'est rationnel, mais c'est irréalisable. C'est-à-dire que le Bodhisattva lui-même ne devient, le Bouddha lui-même ne devient jamais une barque. Une barque, ce n'est pas une personne, c'est de la matière. Mais il peut manifester une barque. C'est ça que ça veut dire, en fait. Il peut cristalliser les souffles, etc., les éléments pour manifester une barque, un pont, là où c'est nécessaire, etc. Mais lui-même, en tant que personne, ne devient pas la barque, une barque, c'est pas une personne. Ouais, c'est très important de devenir de la barque, du coup, c'est enfin, moi, c'est comme ça que je le dis. Oui, Oui, ouais. non, mais non, c'est jamais pensé. Ça pourrait être une image, ça peut être comme dans Camelot. Ouais, Voilà, c'est ça. une licence poétique comme dans Camelot. C'est un peu comme ça qu'on peut l'entreprendre. Mais c'est vrai que. Ouais, ouais, c'est-
C'est parce que ça peut être la même chose, par exemple, la matière tabac va tomber de la pluie, parce qu'on arrive en fait, à utiliser les éléments pour produire en fait, ce que les êtres vivants à ce moment-là. Oui. Ça peut être la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, tout à fait. Lui-même ne devient pas la pluie, parce que la pluie c'est de l'eau, c'est de la matière, et une personne n'est pas de la matière. Donc il ne veut pas devenir de la pluie, il ne veut pas devenir une barque, etc. Mais il peut manifester une barque là où les besoins se font sentir. Alors, ça peut être sous forme de chien. Alors, on connaît tous l'histoire d'Arya Maitreya, Arya Sanga, etc. Donc ça peut être sous diverses formes. Il y a les différents types de Nirmanakaya, le Parama Nirmanakaya suprême, donc avec les Lushnisha, etc. Il y a les Silpa Nirmanakaya, les Nirmanakaya artisans, etc. Et il y a aussi les Nirmanakaya de naissance, comme les Tulku. Là, c'est le sens de Nirmanakaya en tibétain. Tulku, Tulpeku, ça veut dire Nirmanakaya. Donc ça peut être ça aussi. Oui, c'est important. Oui, pourquoi pas? Dans cette boue, utiliser justement son pouvoir Pourquoi pas? créer. Oui, pourquoi pas? On pourrait. Ouais, exactement. Exactement. Donc, si c'était rencontré avec Acharya Chandrakirti, ils auraient fait des parolés. Ah oui, c'est juste. Ouais. Toutefois, c'est son nom avec Dieu, créé à Dieu. Donc, là, si on dit justement la différence entre le christianisme et le communisme, c'est. Voilà. Alors, ça dépend, oui, ça pourrait être intéressant, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, que veut-on dire en parlant de Dieu? Ouais, oui, c'est ça qui pose question. Parce que chez les bouddhistes, on parle souvent d'Ishwara. Ishwara, le souverain, comme on dit, Wanchu, Ishwara, le Dieu créateur, qui a accepté dans d'autres traditions, mais qui est considéré en général comme permanent. Et si c'est permanent, est-ce que ça peut produire quoi que ce soit? C'est, hein, pardon? Oui, l'état lui-même, c'est pas la personne. Oui, exactement. Donc, en effet, c'est là où on peut discuter. Le Bodhisattva Shantideva se pose la question. Il dit si c'est un Dieu créateur qui décide de tout, qui n'a pas besoin de conditions coopérantes pour créer, pourquoi est-ce que la manifestation ne devient pas d'un seul coup? Pourquoi est-ce que les choses viennent de manière séquentielle? Qu'est-ce qui fait que les choses viennent de manière séquentielle? Si on dit que c'est à cause de conditions autres, ça veut dire qu'il n'est pas omnicréateur. Ça veut dire qu'il dépend de conditions qui ne sont pas à lui. Ça pose question. Ou est-ce qu'il a le désir de créer ou pas? S'il a le désir de créer, c'est le désir qui décide à sa place. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est omnipotent dans le sens où c'est lui qui décide. Donc, il y a plein de questions qui sont posées comme ça dans les textes. Arya Maitreya aussi se pose des questions dans certains de ces textes. Mais c'est surtout dans le 9e chapitre qu'on voit des arguments, des contre-arguments par rapport à un Ishwara. Après, est-ce que ça correspond à la notion de Dieu? Ça, c'est différent. Faut réfléchir, faut creuser le truc. Ouais, ça dépend de ce qu'on appelle comme étant Dieu. Tout à fait. Ok, ouais, c'est intéressant tout ça. Merci. Avec plaisir. Très bien. Oui. Très souvent, mais il y a quand même pas de bon, est-ce que c'est plus dangereux de ne pas être. Ouais, il y a un peu cette balance, on veut dire, de ne pas faire des colis ou de faire des choses discrètes. Après, il y a l'histoire de l'intention aussi. Après, c'est aussi le truc de peut-être dans ces listes, il y a seule opportunité, c'est quand même des graines. Ouais. C'est pas évident. On en a parlé, c'est un petit peu.
Ah oui, Ouais, c'est ça, la campagne des ah Indes. oui, t'as bien retenu l'exemple. Oui, oui, ouais, c'est la chanson en fait. Quand t'arrives en ville, Ah oui, Starmania, ouais. c'est la ville, c'est le campagne, et la campagne, c'est le sous-train. Donc, quand t'arrives, Vas-y, vas-y, tu peux développer. hein, Ils sortent tous leur langue de la vie. la campagne, ça, On peut pas avoir. dirige vers la ville. Tu peux te diriger vers la ville, mais ça prend un peu de temps. Dans la campagne, c'est les sous-trains, donc ça prend des léons et des léons et des léons pour atteindre l'état d'éveil. Tandis que si tu arrives en ville, enfin, chaque fois, je la chanson de ton place. Oui, exactement, voilà. Si tu es dans la rue, après, je n'arrive pas Ouais. à formuler. Moi, je vais remettre le logo, je vais remettre le logo. À la ville. Ouais, voilà, et en plus, c'est les logos. Ouais, c'était plus facile. C'est C'est- voilà. Je vais voir des questions par rapport au temps que ça prend pour Ouais, atteindre l'état d'éveil. ouais. Parce qu'on parlait de voie rapide. La voie rapide. Ah Ouais. oui, voilà, exactement, par rapport à la voie rapide. Plutôt en lien avec la voie rapide. Hein. Parce que le Vajrayana, c'est exprimé comme la voie rapide. Mhm. Voilà. Et puis, du coup, il n'a pas appris l'image, Ouais, le logo du centre des nouveaux pas, en imaginant que la ville, c'était la route d'Arma au sommet. Et puis la campagne, c'est tout le reste. Puis, on voit tout de suite la différence. Hein. Une fois qu'il faut monter dans la campagne. Là, il n'y a pas de comme ça. Oui, voilà, oui, tout à fait. Ouais, c'est la campagne. Mais vu que c'est toi qui as posé la question, on a envie de répondre. C'est que tu pouvais partir de l'extrême de la campagne et ça prend énormément de temps. Ah oui, ça me Par rapport au temps que tu vas être en ville. Ou tu peux être déjà proche de la ville. De la ville, hein. exactement. Mais ça, c'est pas différent. Tu peux dire pour ça prendre Exactement. un fou. Il y a rien d'autre. C'était l'exemple. On peut résumer. C'était l'exemple. Alors, moi, j'avais dit c'est tout le logo de la ville, mais c'est une bonne idée aussi de dire que c'est que la roue, c'est plus facile à visualiser. Donc, la roue, ce serait la ville. Donc, pour aller obtenir l'éveil, il faut aller au centre des Nouveaux qui est au centre de la roue, qui se trouve en ville. Voilà. Et donc, un petit peu en périphérie de la ville, on pourrait dire. Et donc, il y en a qui se déplacent au centre, qui vont au centre en passant la majeure partie de leur voyage dans la campagne, mais qui de toute façon, au final, doivent arriver en ville s'ils veulent aller au centre, parce que le centre est en ville. Et il y en a qui habitent juste à côté de la périphérie de la ville, ils passent très peu de temps dans la campagne. Et la majeure partie du voyage se fait en ville. Mais de toute façon, les deux, autant comme autant, doivent finir leur voyage en ville, parce que le centre se trouve en ville. Donc il y a des gens comme ça qui passent une immense majorité de leur voyage avec les sutras. Par exemple, le Bouddha Shakyamuni, il a passé 3 heures cosmiques incommensurables à pratiquer les sutras, et c'est à la fin qu'il a reçu une dernière initiation. 2 dernières initiations, pour le dire. De... Hein. Ah, ah, ok, d'accord. Et donc, qui a reçu 2 dernières initiations pour euh, éliminer le voile cognitif extrêmement subtil. Donc, il a reçu les initiations tantriques des tantras supérieurs à la toute fin. Donc, comme s'il avait passé tout son voyage dans la campagne et juste à la fin arrive en ville. Ouais, très bien. Et il y en a qui, presque depuis le début, d'une certaine manière, ont des bases suffisantes dans les sutras et qui vont presque tout de suite entrer dans les tantras et ne faire presque que ça, d'une certaine manière. Après, c'est pas exclusif. Si on pratique les tantras, on pratique nécessairement les sutras. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit aussi. Parce qu'il n'y a pas de tantra sans sagesse de la vacuité, sans bodhicitta, sans renoncement, c'est impossible de toute façon. Mais après, pour les initiations, en effet, on a tendance parfois à se dire, OK, par exemple, avec Isa, on en parlait ce week-end justement. Jamais quelqu'un va dire, ou c'est rare parce que la personne a peut-être certains types de clairvoyance ou je sais pas. Ou elle dira, tu devrais prendre ça. Ouais, le maître qui dirait, tiens, tu pourrais prendre ça, etc. Ou dans certains cas, euh, par exemple, même avec Séverine, on en a parlé en voiture aujourd'hui. Parfois, ils disent, tu devrais prendre ça. Mais c'est très rare, c'est très très rare. C'est vraiment dans des cas exceptionnels.
En général, c'est à nous de le sentir. Est-ce qu'on a suffisamment euh, eu l'information par rapport à l'importance du tantra? Est-ce qu'on a eu suffisamment étudié sur la différence entre les tantras et les sutras, dans le sens qu'est-ce qui fait la différence? Et si on voit que finalement c'est la cerise sur le gâteau, que dans cette existence-là, on a accès au tantra et ce ne sera pas nécessairement le cas pendant très longtemps. Il y a sur les 1000 Bouddhas de cette ère cosmique, seulement deux, je crois, enseigneront les tantras, le Bouddha Shakyamuni et un autre. Donc sur 1000, c'est sur cette planète, hein, ils enseignent nécessairement les tantras, mais ailleurs, forcément. Mais sur cette planète, il n'y a pas nécessairement assez de mérite pour que tous les Bouddhas enseignent les tantras à chaque fois. Donc Arya Maitreya n'enseignera pas les tantras, etc., etc. Donc il peut se passer des ères cosmiques entières sans qu'on ait accès au tantra en un lieu particulier. Et donc c'est là, si on voit l'aspect extrêmement précieux, parce que ça nous aide vraiment à progresser plus rapidement, parce qu'on parlait du véhicule rapide, justement, parce que les tantras basiques, on pourrait dire Kriya, Charya, Yoga, permettent d'obtenir la voie de vision plus rapidement que dans les sutras. Dans les sutras, c'est une ère cosmique évolution. Et dans les tantras basiques, c'est moins long. Je sais pas combien de temps, mais c'est moins long. Et dans l'éveil, dans les tantras supérieurs, c'est l'éveil en quelques années qui est promis, qui est possible si vraiment on a toutes les conditions, hein. C'est vraiment dans l'idéal. C'est pas pour autant qu'on aura cette initiation des tantras supérieurs que ça va être le cas. Mais après, même s'il y a parfois comment dire, des risques, qu'on se dise, ah bah tiens, je vais peut-être pas respecter tous mes samayas, etc. Ouais. Dans ce cas-là, c'est de toute façon plus intéressant de les prendre. Je vais bien répéter. Même, ouais, de prendre les vœux tantriques au risque de les briser. Parce que si on ne les prend pas, on va passer des ères cosmiques, trois ères cosmiques incommensurables pour obtenir l'éveil. Si on les prend et qu'on les brise, on peut passer quelques ères dans les enfers adamantins, mais revenir et obtenir de toute façon l'éveil plus rapidement. Il y avait quelque chose comme ça. Ah, moi, Ça ne décourage pas avec les autres De toute façon, on va y aller quand même. il y avait, ouais. Il y avait un récit comme ça, hein, du temps de Arya Avalokiteshvara et du vénérable Shariputra. Je crois, je crois que c'est un Geshe Geshe-Chakra à Paris qui avait parlé de ça. Ou peut-être Veneragandhi. Et donc, où c'est en effet euh, un enseignant, donc peut-être c'était un bodhisattva qui devait en effet parler du Mahayana, et sachant que la personne à qui il s'adressait, cette personne allait chuter du Mahayana et allait renaître dans les enfers, etc. Mais le Bouddha a encouragé quand même à dire, il faut que tu enseignes quand même, parce que même si cette personne va passer des années en enfer, etc., à cause de ça, malgré tout, grâce au Mahayana, elle obtiendra de toute façon l'éveil plus rapidement que si elle passe par l'état d'Arhat. Donc, si on fait le ratio de temps qui est passé à obtenir l'état d'Arya du véhicule fondamental, l'état d'Arhat, des aires cosmiques entières dans la paix solitaire, et entendre un enseignement mahayaniste, mais le rejeter, renaître dans les enfers, et à nouveau, grâce à ces empreintes favorables, reprendre bodhicitta et obtenir l'éveil, c'est moins long, le second. C'est le raccourci, malgré tout. C'est bien un récit comme ça. Hein? Exactement. Ouais, parce qu'il y a plusieurs initiations. Il y a l'initiation causale, l'initiation de la voie et l'initiation résultante. Ça veut dire que ça, si tu lis l'anglais. Dans le dernier livre avec la vénérable Tuten Chodon, Santé de l'âme sur les tantras, il en parle. Donc, il y a les trois initiations. Initiation causale, où on arrose une graine. D'ailleurs, c'est même le sens d'Abhisheka. On s'inscrit, initiation, ça veut dire asperger.
comme on asperge les graines de tomates, les pépins de tomates, on les asperge au début, on met pas la flotte du robinet pour, ouais, on asperge. Et ben, c'est ça l'initiation. Donc l'initiation causale, c'est ça, c'est on reçoit une initiation d'un maître, etc., qui nourrit la graine de Bouddha, la nature de Bouddha. Et il y a l'initiation de la voie, c'est-à-dire au fur et à mesure de notre pratique, bah, il y a des choses qui germent, etc. Et l'initiation résultante, normalement, si tout se passe bien, à l'issue de l'initiation, on est éveillé. Comme le Bouddha Shakyamuni, quand il a reçu l'initiation finale de tous les Bouddhas des 10 directions, à l'issue de ces initiations, il a obtenu l'éveil. Donc ça, qui est capable de le faire? C'est pour ça que souvent, sa sainteté, il dit, bon, voilà, dans l'auditoire, très peu ont reçu l'initiation, parce qu'il parle de cette initiation résultante. Ça sème des graines. Oui, c'est tout à fait ça. Mm. Mm. Ouais. Et certaines sont extrêmement précieuses. Certaines initiations, comme si jamais un jour il y avait Jado Rinpoche qui, dans mon rêve le plus secret, pouvait donner l'initiation de Sri Guya Samadja. C'est une initiation extrêmement précieuse, extrêmement, on dit dans les tantras que sans Guya Samadja, les tantras disparaissent. Tant que Guya Samadja sera vivant, pratiqué, étudié, etc., les tantras existeront. Ça veut dire ça. Ce serait génial. Si on avait des mérites pour ça. Shri, ça veut dire noble. C'est par déférence, c'est par respect. Mm. En novembre. C'est toi, Ah oui. Oui, pas. exactement. Ah, tu sais pas. Tu nous diras. Celui qui dit, c'est celui qui fait. Oh, pardon. Tu nous diras. Tu parleras sur YouTube. Alors ce jour-là, j'ai obtenu l'éveil. Je suis réveillé, en fait. Ouais, exactement. Mais tu dis que même très bien, il va pas ensemble. Ouais, C'est déjà c'est déjà prévu. autant. C'est déjà fait. Ouais. Alors il y a des débats. Il y en a qui disent qu'actuellement, il ne l'est pas encore. Il n'est pas encore éveillé. Certains le disent. C'est quand il viendra. Et quand il viendra, il le saura nécessairement. Oui, il devrait pouvoir et il les enseignera, mais pas sur cette planète. Ouais. Et tous les Bouddhas, il n'y aura pas assez de connexion karmique, de mérite, exactement. Oui, mais c'est vrai que nous, Ce serait- on Exactement, dans ce cas-là, c'est cool. Dans ce cas-là, on prend tous rendez-vous dans un autre endroit où il y a des tendras. Avec SpaceX. Je comprends pas, là. Ouais, exactement. Tout à fait. Là, c'est cool. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, forcément, les tantras, ils manqueraient de compassion s'ils avaient la capacité de l'enseigner, que les conditions sont appropriées et qu'ils ne le font pas, là, ils manqueraient probablement de compassion. Ils sont obligés de rayonner ces tantras, en fait, c'est presque automatique d'une certaine manière. C'est pour ça on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça, parce qu'en fait, si on suit notre progression évolutive, l'évolution de tout, on va forcément avoir le mal d'être bien. J'espère. Oui, oui, on est déjà là. Ah, oui, merde. Pour le futur, on est déjà là. Mm. C'est sa question, c'est ça qui me semble. Ça m'intéressait que Mm. ça, et puis, Mm. même si la difficulté est facile, Mm. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est réjouissant. Ouais. On te rappelle à comprendre aussi. On est là. À l'instant, toutes les conditions sont réunies. Ouais. Voilà. C'est cool. mais donc, il y a des samadhis super importants. Alors, il y en a dans tous les tantras. De toute façon, on ne peut pas dire qu'il y en ait plus dans celui-ci que d'autres. Il y a des Alors, toi, tu parles peut-être des engagements de récitation. Parce que Samaya, c'est obligatoire. Dès qu'il y a une initiation,
il y a des samayas, il y a des engagements plus ou moins explicites, plus ou moins mentionnés. Alors souvent, nous, on entend les samayas, ça veut dire le nombre de mantras à réciter. Mais samaya, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire considérer le maître qui nous a introduit à cette déité comme étant la déité, l'envisager toujours comme étant cette déité, ne pas oublier le yoga de la déité. Si on a promis de faire la sadhana, bon, après, venant de moi, c'est un peu difficile. Ça, j'ai l'impression d'être vraiment un tartuffe. Mais en général, ce qui est expliqué, c'est que si on a promis de faire la sadhana, on est censé la faire tous les jours, même si on a très peu de temps, etc. On est censé faire certaines pratiques de guru yoga, par exemple. Donc, si vraiment, même si on n'a pas beaucoup de temps, on peut, si on est mieux organisé que quelqu'un comme moi, on peut avoir tous les jours le temps de le faire, parce que ça prend pas tant de temps que ça, une sadhana abrégée, par exemple. Et le guru yoga, aussi session abrégée, ça prend pas tant de temps que ça. 6 fois par jour. Ouais. Ah, il faut que j'ai oublié de remettre la cam. Non, t'as la batterie. Ah, la batterie, merci. La batterie. Ok. Donc oui, c'est 6 sessions, mais après, il y a plusieurs textes à chaque fois. Il y a toujours le texte abrégé, il y a le texte étendu. Donc, personnellement, j'ai jamais eu le temps au cours de ma vie de faire l'étendu. Je ne pense pas avoir eu le temps. À moins, peut-être, avec Venera Wangchuk, une fois, une année, peut-être c'est possible. Mais sinon, j'ai pas le souvenir tout seul d'avoir eu le temps. J'ai toujours fait, quand j'ai eu le temps, le Guru Yoga abrégé. Et, euh, et après, oui, il y a toujours des sadhanas abrégés pour le Guruya Samadja, composé par Arya Shura en particulier, qui a été publié en Inde quand ça s'était donné l'initiation, etc. Et donc, ça peut prendre environ 5 minutes, c'est 8 minutes. Toi, tu le sais? Alors moi, oui, alors moi, je rajoute même un petit, des petites choses, parce qu'elles ne sont pas dans la sadhana, mais je les rajoute parce que ça me plaît. Mais moi, je le fais en tibétain, donc en tibétain, c'est paf, 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 ça va tout de suite. Oui. Donc, c'est tout simple. Mais sinon, même en français ou en anglais, c'est pas si long. C'est fait pour. C'est fait pour. Et c'est vrai que si on voit vraiment l'intérêt de tout ça et qu'on se dit à quel point c'est extrêmement précieux, euh, mais il faut en voir l'intérêt, il faut avoir peut-être un petit peu étudié avant, lire quelques textes de présentation générale là-dessus, et se dire à quel point, quelle est la cohérence des tantras par rapport au sutra, etc., etc. C'est toujours, bien sûr, marianiste, de toute façon, mais par rapport à, comme on en avait parlé au cours des derniers modules, la corrélation entre le corps de forme et l'accumulation de mérites, ça joue pas vraiment du point de vue des tantras. Par contre, du point de vue du yoga, de la déité, du corps de forme, là, il y a une corrélation de nature. Ouais. Donc c'est là où on voit à quel point c'est plus cohérent. Ouais. Et puis, si on a aussi un petit peu, oui, bien assis les bases dans les sutras, comme vous avez déjà. Et, vous avez déjà bien étudié, et que peut-être vous pourriez prendre un plaisir immense à entrer dans explorer le bouddhisme après, j'en suis sûr. Le glissement. Yes. C'est pas facile à placer, hein. J'ai vraiment choisi mon mot. Ça fait fort, bien. C'est bon. Et c'est un programme très intelligent. Très intelligent parce que ils se sont rendus compte à la FPMT qu'il y avait une marche immense entre un DB et un PBA, un Basic Programme. Et donc, alors parfois la marche est moindre, ça dépend de quel PBA, ça dépend où, ça dépend quel type de centre propose le PBA. Il y a différents PBA, comme il y a différents Masters Programmes, différents DB. Ça, vous vous en êtes rendu compte, il y a plusieurs DB. Et donc, il y a plusieurs types de PBA aussi. Il y a des PBA résidentiels, des PBA à distance, enfin, il y a toujours différentes nuances. Mais les textes sont les mêmes. Ça, on n'a pas le choix. Et parfois, c'est l'approche des textes qui sont dans les PBA qui sont juste magnifiques, qui ont été choisis par Lamas Paripoche, puis les Geshe, etc. Enfin, tout en accord, d'une manière extrêmement cohérente. C'est juste extrêmement formateur. Mais parfois, ça peut décourager plein de gens, parce que les thèmes qui sont abordés, parfois, c'est vraiment en profondeur, surtout si c'est résidentiel. Vener Geshe Gensen, c'était juste hallucinant. Hallucinant.
Et donc, forcément, si on saute tout de suite un peu bas, à moins d'avoir quelques bouteilles, quelques années de bouteilles, ça passe. Si c'est pas le cas, c'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, la FPMT a eu cette idée de produire ce programme de Explorabilisme, qui est aussi un peu fondé sur la pratique. Celui qu'on a eu à Londres, c'était 14 mois et c'était tous les jeudis avec, je dirais, 10 bonnes minutes de motivation. On médite un peu, tout ça. Ensuite, un cours assez théorique. Et ensuite, une séance de méditation, pas très longue, mais quand même intéressante. C'était pas toujours la même chose d'ailleurs. Ça a changé. Là, c'était bien. Sinon, il y avait beaucoup de répétitions pour la motivation, mais sinon, c'était quand même assez varié. Et des questions-réponses à la fin. Euh, donc, en tout, je ne sais pas vraiment combien d'heures ça faisait, mais il y avait 4 modules. Un module sur connaître l'esprit, sur la psychologie, l'épistémologie bouddhiste. Si on n'a pas le temps de parler de ça et qu'on y va très vite, c'est incompréhensible. Si on prend le temps, comme c'est fait au cours d'un explorer le bouddhisme, dans ce cas-là, on comprend les choses et c'est intéressant. Donc, c'est là où c'est intelligent aussi. Si, parce que des fois, ça m'est arrivé pendant le DB de parler de conditions fausses, conditions valides, etc. Alors que si on a des sessions assez, je sais pas, sur un week-end ou sur plusieurs week-ends, etc., et qu'on a le temps, que je parle pas trop vite et que j'articule et que je ne tousse pas, dans ce cas-là, on peut trouver ça passionnant. Et donc, dans ce cas-là, on essaye d'évoquer les différents types de cognition parce que bah, dans le bouddhisme, comme vous le savez, hein, on ne se libère pas par la croyance, pas parce que Jacques a dit, pas parce que le Bouddha a dit, on se libère par la connaissance. Et donc, comment est-ce qu'on fait le tri dans nos états d'esprit? Ouais, entre ce que je crois savoir, ce que je sais, ce que j'imagine savoir, ce que j'imagine ne pas savoir que je le sais, etc., etc. Comment on fait le tri dans tout ça? C'est vraiment passionnant. Est-ce que ça parle de nous, ce qui passe de notre esprit? C'est pas de l'esprit de quelqu'un d'autre, c'est on a notre laboratoire toujours avec nous, c'est ça qui est passionnant. Alors, bien sûr, ça demande d'être discuté. Alors, en lambda, bien sûr, nous en débattait beaucoup, beaucoup sur ces questions-là, et là, c'est juste très formateur, parce qu'on a des contre-arguments qui viennent, etc. Mais si vraiment on arrive à poser les choses de manière assez pédagogique, ce que j'espère un jour pouvoir faire, dans ce cas-là, ça peut être passionnant et on peut vraiment apprendre. Et là, donc, on apprend justement quel est notre outil, parce que dans le bouddhisme, c'est ça. Je veux méditer, je veux être heureux, je veux aider les autres à être heureux, etc. Mais grâce à quoi? Grâce à la transformation de mon esprit. Donc, c'est quoi mon esprit? Comment est-ce qu'il fonctionne, etc. C'est tout le propos de ce premier module. Et puis après, les facteurs mentaux aussi. Les facteurs mentaux, c'est quelles sont les émotions que j'ai, quels sont les types de facteurs mentaux que j'ai sur lesquels je peux insister, lesquels je peux abandonner, les afflictions en particulier, forcément, etc. Donc, c'est très, très formateur, c'est très complet. Et ensuite, on se pose la question, OK, mon esprit, c'est l'aspect subjectif. Donc, c'est ce qui me permet de connaître les choses. Mais qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'il faut connaître? La réalité. C'est ça qui nous permet de nous débarrasser de l'ignorance, c'est connaître la réalité, une autre réalité. La réalité des autres, la réalité des personnes, la réalité des agrégats, la réalité de l'esprit, la véritable nature de l'esprit. Et donc, on apprend les différentes écoles qui effraient énormément les gens quand on n'a pas le temps. Exactement comme au cours du DB, quand je dis, bah, tiens, les Vabashika disent ci, les Sotantika disent ça, et on se dit, qu'est-ce qu'ils racontent? Alors qu'au cours d'un explorer le bouddhisme, on pose les choses. Et, oui, il y a 4 livrets. 4 livrets. Avec les écoles. Oui, exactement. Il y a juste le livret sur les écoles qui doit encore être relu. Mais c'est déjà traduit et il y a juste encore quelques pages à relire. Ça, c'est pas, ça va être fait rapidement. Mais c'est déjà fait. Donc, déjà, ça me fait moins de boulot. C'est déjà fait. Et donc, justement, si on prend notre temps, c'est exactement comme pour l'ORIC, pour la cognition. C'est si on prend notre temps et qu'on pose les choses et qu'on discute un peu et qu'on débat et qu'on se pose la question, c'est quoi la réalité, ça devient intéressant. Ça peut même devenir passionnant. Mais parce qu'on pose les choses. Quand c'est dit comme ça, ah oui, les personnes handicapées disent ça, oui, mais les Sitavatana, non, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Parce que ça passe comme ça
Exactement comme je parle à ma mère entre deux portes. Là, elle n'a rien compris de ce que j'ai dit. Par contre, si j'arrive, je me pose et que je commence à attirer son attention, là, elle va avoir l'esprit tourné vers moi et elle va comprendre ce que je vais dire. C'est exactement le même principe. Si je vous parle entre deux portes de Webeshika Sotwantika, ça va juste passer à l'as. Mais donc, vous allez dire oui, comme il fait ma mère, même si elle n'a pas compris. Oui, oui. Et donc, là, ça peut être intéressant parce qu'on a plusieurs week-ends par module, j'imagine. On doit peut-être avoir deux, trois ou quatre maximum. Et là, sur un week-end, on a le temps de poser les choses. D'ailleurs, vous avez vu pour le module sur la vacuité et pour les tantras, on a eu le temps à peu près de se poser, etc. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'on a l'espace pour ça. Pas, ah oui, tiens, un tel dit ci, un tel dit ça, laisse tomber. Ouais, exactement. Donc là, il y a tout un livret, etc. Donc on apprend bien sûr principalement la voie médiane, mais aussi les écoles précédentes qui servent de marche un petit peu, ouais, de support. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, OK, d'accord, moi j'ai mon esprit, donc l'aspect subjectif, la réalité telle qu'elle est, etc. Maintenant, comment je fais pour certifier cette réalité? Pour réfléchir. Vous connaissez la vidéo, la range de la chaise à papy? Faudrait que je vous la poste un jour. Faudrait que je vous la poste un jour. C'est trop drôle. Ouais, range la chaise à papy. Vous chercherez sur Internet. Vous chercherez, c'est très drôle. Ça se passe dans le nord de la France, il y a une inondation. Et il y a un monsieur qui arrive, alors il y a une dame qui prend la caméra et tout, ce qui se passe, l'inondation pour l'assurance. Et il y a un monsieur qui arrive en voiture, mais trop vite. Donc ça fait des vagues, et donc l'eau est prête à rentrer dans le sous-sol et tout ça. Puis là, elle se met en colère, etc. Donc avec son accent du Nord, c'est très drôle, c'est devenu viral en France depuis plusieurs années. Et à un moment donné, elle dit, il faut réfléchir, hein? Et donc, des fois, dans les classes de débat, je leur dis, faut réfléchir, hein, parce qu'ils ont la référence. Et donc, en effet, qu'est-ce qu'on fait pour certifier la vacuité? Faut réfléchir. Et donc, en effet, comment est-ce qu'on fait pour réfléchir? C'est ce que dit, par exemple, Venerable Nandu. J'adore son exemple. C'est que vous voulez faire entrer un logiciel dans un ordinateur qui a une vingtaine d'années. Philippe, Et donc, changer l'ordinateur. qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le mettre à jour, ton disque dur. C'est le seul moyen. L'ordinateur qui a 20 ans, tu peux pas faire Ouais. Là, ouais. Par exemple, MS-DOS, ouais, vieux truc. Ouais. Là, notre ordinateur, notre disque dur, c'est notre esprit. Et donc, le logiciel nouveau, bah, c'est la vacuité, c'est les étapes de la voie vers l'éveil, tout ça. Si on ne met pas à jour notre faculté de raisonnement, le logiciel, il n'entre pas. On se dit, mais on a des points d'interrogation à la place des pupilles. Donc, les débats, l'analyse, le raisonnement, etc. C'est tout un module, c'est le troisième module, qui permet justement d'avoir les outils conceptuels pour comprendre les raisonnements madhyamika, etc. Ouais, dans les raisonnements madhyamika, il y a ni un ni multiple, il y a l'existence dépendante, etc. Il y a plusieurs raisonnements. Et ces raisonnements, on peut les comprendre correctement que si on a les bases des outils conceptuels qu'on étudie grâce au débat. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un module sur les débats. Et c'est pour mettre à jour notre disque dur, notre cerveau. Mais oui, on pourrait même dire le cerveau, hein, parce qu'il y a aussi des connexions neurales qui sont nouvelles et qui se forment, etc. Et une fois que notre esprit est mis à jour, là, les logiciels, on peut les mettre, paf, ça passe tout seul. Et nous, on a remarqué ça. On a remarqué à Nalanda, on a eu un mois de débats intensifs avec Venerable Dossel il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait des gens du Masters Programme qui sont venus. Et souvent, au cours des sessions, ils ont dit, ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ils ont compris certaines choses qu'ils étudiaient depuis des années au Masters Programme grâce au débat. Parce que le débat, c'est fait pour ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est fait pour se faire des nœuds au cerveau. C'est fait pour briller au cours des repas de mariage. J'imagine que non. C'est fait pour se la raconter. Ouais, exactement. Ouais. Comme ça, si tu en as marre du repas de mariage, tu dis un truc de débat, tu rentres à la maison, t'es tranquille.
Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, c'est pour se faire des nœuds au cerveau. Ah ouais, j'ai étudié ça il y a plusieurs années, ça fait longtemps que j'ai arrêté parce que c'est pour se faire des nœuds au cerveau. Non, c'est fait pour comprendre la voie médiane. Et on pourrait même dire pas que Gelugpa. Il n'y a pas longtemps, il y a Geshe-ma Nelson Wamo, qui en a parlé, qui a dit que c'était surtout chez les Gelugpa, mais si on regarde dans les textes, il y a des débats par texte interposé. Ouais. Et même dans les tantras sont débattus énormément aussi. Et donc, c'est vraiment, alors chez les Sakapa, ils débattaient aussi. Maintenant, toutes les écoles débattent, ils ont toujours des shedra, des collèges dialectiques, pas en Occident, en Inde, ils ont souvent des shedra. Ils ont dans les monastères, ils ont le jatsang, c'est le monastère, jatsang. Ils ont le buddha pour les rituels, pour les retraites, etc. Et ils ont le shedra pour les études théoriques. Et donc, il y en a qui se spécialisent dans l'un ou dans l'autre, c'est tout à fait possible. Mais en Occident, on n'a pas recréé ça parce qu'on n'a pas les profs pour ça. Et quand il y a des profs qui sont là pour ça, c'est extrêmement précieux. Quand on a Venerable Losel, Gandam Liu, etc., qui sont là pour ça, là, c'est des outils qui sont extrêmement précieux, qui permettent vraiment de comprendre comment fonctionne la personne avec les agrégats, comment est-ce qu'on compare la personne des agrégats, comment est-ce qu'on compare les deux vérités, etc., etc. Et ça, on ne peut pas faire à la passe quand on étudie la voie média, c'est impossible. Et donc, les débats, c'est fait pour ça. Donc, il y a un module là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne? On a notre aspect subjectif, la réalité telle qu'elle est. On essaie d'analyser pour savoir comment est-ce quelle est notre véritable réalité, notre nature, etc. Quels sont les fruits de cela? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est pourquoi le dernier module, ce sont les différentes voies, les terres et les voies. Comprendre comment ça fonctionne. Au début, on est en état ordinaire, puis on passe à l'état d'Arya. Et qu'est-ce que ça donne? Quels sont les fruits, du point de vue prasangika, etc. Un Arya Bodhisattva, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange l'hiver, etc., etc. Et donc, c'est très complet à ce titre-là. C'est ça qui est magnifique. Et ensuite, quand on est dans un pébar, il y a plein de choses qu'on aura déjà entendues. Et ça ne va pas nous choquer. On va se dire, ah oui, tiens, ça j'ai entendu, etc. Et donc, il y a énormément d'obstacles qui vont être levés grâce à ça. C'est pour ça que c'est extrêmement précieux. Donc, c'était un petit peu la présentation de Explorer le bouddhisme. Après, il y a, bien sûr, on peut insister, par exemple, au Sankara Chakra, il rajoute aussi d'autres modules, mais il y a bien sûr de la méditation. Ça, c'est sûr que c'est inclus dedans, on pourrait dire. Mais après, ça peut être au cours d'une retraite finale d'Explorer le bouddhisme. Ça peut être vu de différentes façons possibles. Mais à chaque session, on propose de toute façon de la méditation, parce que c'est pas que de la théorie. Il y a vraiment un aspect méditatif aussi qui est très important dans ce programme-là. Donc voilà, c'était à peu près vous dire qu'on pourrait, s'il y a des gens qui étaient intéressés, euh, voir l'année prochaine comment on pourrait faire, tant qu'on est vivant, tant qu'on est toujours en bonne santé ou à peu près, autant en profiter. Ce serait des week-ends. Je pense, ce serait la meilleure solution. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. 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 C'est difficile à quantifier parce que, oui, comme je disais, mm, ouais, 6 sessions, ouais. Ouais, ouais. C'était à peu près ça, peut-être. Ouais, exactement. Je crois que ça pourrait être. Oui. Ouais. Ça fait un week-end et demi. Ça ferait un week-end et demi. Ça fait 2, 2 fois 6, 12. Ça fait 8. Ouais. Ouais, ça fait. Donc ça fait. Oui, ça fait. Vous faites 2 week-ends. Faire 2 week-ends. Oui, c'était. Et, et il allait vite. Il allait vite. Oui, on est en Suisse. Si on peut ralentir les chevaux, ce serait une bonne idée, ouais.
parce qu'il allait vite, il y avait beaucoup de répétitions, et puis, Parce que c'est rare. ouais. Moi, j'ai écouté. Ouais. Je me suis inscrite à ça en pensant que, dans cette heure, on va dire, wow. Non, il y a la matière. Il y a de la matière. Il y a de la matière. C'est intéressant, mais je dirais que. Alors, oui, il y avait normalement, nous, on avait des groupes de discussion. On avait un groupe de discussion par mois où on se revoyait sur Zoom. Et soit c'était des questions posées par Geshe-Nanda que nous, on reposait aux gens, soit on peut reprendre les mêmes questions, soit on peut essayer de revoir les points difficiles, enfin, les grosses discussions dont auxquelles j'ai l'habitude de participer. Donc ça, c'est facilement organisable une fois par mois. On pourrait dire après 2 week-ends, faire un groupe de discussion, juste sur Zoom, comme ça. C'est nécessaire. Je sais pas, Ouais, en tout cas, alors si vous pouvez le faire, là, c'est une douce mélodie à nos oreilles, mais c'est ça. si c'est pas possible, au moins de lire quelques pages en avance du livret avant la prochaine classe pour au moins se familiariser avec ce qui est marqué. Et c'est déjà suffisamment utile. Après, apprendre des définitions, ne suffit pas. Ouais, donc c'est pas un débat non plus, quoi. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Parce qu'en effet, si on prend un débat de Nalanda, c'est sûr que là, c'est extrêmement utile. Si on prend un débat d'un autre centre, par exemple le centre Kalachakra, euh, c'est très utile aussi. Ça permet de suivre le débat, parce que parfois il va un peu en détail, etc. Mais c'est beaucoup plus superficiel qu'un Nalanda, forcément, puisque c'est un week-end par mois. Nalanda, c'était 5 jours par semaine, avec Ouais. 2 heures et demie de cours, plus 1 heure et demie de classe de révision chaque jour, plus les questions-réponses le vendredi. Donc c'était vraiment, c'est autre chose. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'explorer le bouddhisme, ça aurait pu aider plein de gens, mais nous, on a eu la chance énorme de venir à Geshe Gansen en 2017, d'avoir 3 semaines sur les débats, sur 3 modules différents des débats. Et ça a été un outil. On prend énormément de choses grâce à ça. Ça a l'air de rien, hein. 3 semaines sur les débats, sur les bases des débats, sur les existences, sur les généralités, sur les causes, etc. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça nous a permis de clarifier énormément de choses, parce que forcément, c'est le vocabulaire aussi, hein. Le vocabulaire qu'on emploie, c'est du jargon. Et donc, si on n'a pas l'habitude de l'avoir entendu, si on ne sait pas à peu près de quoi ça parle, ça pose des obstacles. Si on sait à peu près de quoi ça parle, tout de suite, on est dans le flot des cours, de la leçon, et ça passe tout seul. La documentation qui a fait, Oui. déjà, franchement, le premier module, il fallait s'approcher de moi. Alors, le premier module, c'était ton premier module ou le premier module? Donc, l'esprit. Là, il y avait une traduction avec le grec, donc le français. Oui. Avec Oui. je me souviens, il y avait vraiment des trucs, vraiment des plantions, Parce qu'elle n'avait pas encore été relue. Voilà. Alors que là, elle est relue. Celle-là, elle est relue. Les débats, c'est relu. Les terres et les voies, c'est relu. Il y a juste encore les écoles philosophiques à relire. Mais c'était fait sous IA, parce que moi, j'avais pas le temps, j'étais tout seul. Ouais. C'est Freddy, en fait. Freddy qui n'a pas eu le choix, qui était le coordinateur, et il a dit, bon, ben, voilà, on propose en français, en néerlandais, et il y avait espagnol. Il y avait plusieurs sons qui s'étaient greffés sur le... Et moi, j'avais tout simplement pas le temps de traduire. Parce qu'il a fait ça, c'est beaucoup de pages, hein. Et donc, il a fait l'IA, et puis moi, après, j'ai relu, et vraiment, les 3 sur 4 sont propres. On peut les publier comme on veut. Il y a juste celui des écoles où là, il faut le relire, c'est sûr. Parce que l'IA, au lieu de mettre non soi, mais altruisme, par exemple, ce qui ne veut plus rien dire. Ouais. Ah, parce que ça va être pointu, hein. Si c'est pas pointu. Ah, si c'est pas pointu, c'est pas la peine, hein. Ben non, c'est vrai que ça nous. Et c'est vrai, c'est partout. Ouais. Donc, ça mérite juste d'être lu. Et puis, les notes n'ont pas été faites. Moi, j'ai mis quelques crochets par-ci, par-là pour pas corriger. Je ne corrigerai pas un gâchis.
mais pour préciser dans certains cas. Je sais pas comment. Ouais. Donc, parmi cela, on ça va être aussi sur Genève, parce qu'on en a parlé à Genève. Un petit peu, oui. On s'appelle. Moi, qui peux. Avec l'augmentation de l'essence. Oui, c'était un gag. Ouais. Moi, je pas réticente. Peut-être ça m'a fait dans le sens de me voir ou même on va prendre si je commençais avec une Ouais, il faut une période de sevrage. Bien sûr. C'est, en fait, oui, je pense que ça donne un diplôme à la fin aussi, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a eu des gens qui ont eu un diplôme. Ouais, mais il me semble parce que oui, moi j'ai fait très une dernière session où ils remettaient le diplôme. Et en fait, alors bien sûr, c'est symbolique. Par exemple, là, votre bébé, vous l'avez tous. Vous le visualisez bien, comme dans l'histoire de l'initiation. Là. Alors justement, j'ai demandé à Christian, j'ai dit, est-ce que tu avais traduit les questions parce qu'il y en avait sur Internet? Moi, je me servais de celle-ci en anglais au début. Il me dit, non, non, on n'a jamais fait avec. Oui. Alors peut-être qu'ils les avaient traduits à l'époque, parce qu'elles existait en anglais. Ah, parce que moi, j'ai demandé à la question, on me dit, on ne s'en sert pas. C'est ça qu'au début, je faisais des quiz. Ouais. En anglais, je l'avais trouvé. Où tu as le self-enrollment, tu sais, tu t'inscris toi-même, tu fais ton DB tout seul, tu vois, tu lis le truc et tu suis les sessions, tu fais ta méditation. Tu te fais ton auto-DB. DB. Et à la fin, tu as les quiz. À la fin, tu as le quiz. Ah. Alors, en fait, ce que j'avais fait, moi, à l'époque, au début du DB, c'est que je faisais mes propres quiz parce que je les trouvais plus marrants déjà. Et ils étaient auto-corrigés. Parce que sur Google Forms, tu les autocorriges. Donc, ça, c'est pratique, peut-être rien à faire. Et pour les débats, c'est ce que je fais des quiz autocorrigés pour les gens. Ils ont pas, moi, j'ai pas à revoir. Bon, je regarde les notes finales, mais enfin, quand il y a des notes, parce que souvent, il n'y en a pas. Mais je pré-corrige mon quiz sur Google Forms. Ça, c'est très pratique. Et c'est ce que je faisais, je me souviens, au début, les 3 premiers modules qu'on a eus, puis après, j'ai plus eu le temps. Mais au début, c'est ce que je faisais. Et je m'inspirais de certaines questions qu'on trouvait en anglais sur Internet. Puis après, j'ai demandé à Christian, parce que je voulais vraiment que vous ayez votre diplôme, tout ça. Et vous l'avez, mais visualisez-le bien. Parce qu'il m'a dit, non, non, mais on s'en sert pas. Non, vous l'avez d'office. Si la FPMT nous demande, on peut certifier que, tu vois, je peux vous signer un papier, je peux vous faire Le mariage. je peux vous dessiner un diplôme comme pour le PEBA. Ah, ouais. Ouais, 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 ça peut vous être utile d'avoir ce diplôme. Donc, c'est comme dans l'histoire drôle, là, où le lama demande de visualiser, puis la dame après dit, vous pouvez visualiser que je vous fais une offrande. Ouais. Visualisez que vous avez votre diplôme de bébé. Et puis, et puis, Comme ça, tu vas visualiser. sur 2027. Ouais, exactement. Parce que de 2026, là, cette année, il y a les 20 ans du sang, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas Ouais, faire non, c'est clair. grand-chose. Ouais. Mais comme ça vous prépare aussi. Et puis peut-être que vous allez être en manque d'ici 2027. Donc ça va peut-être vous inspirer pour continuer la suite, on verra. Mais en tout cas, si les gens sont intéressés, moi, ça me fait plaisir de proposer ça en accord avec Jean-Paul, forcément. Hein. Moi, je peux pas en empêcher de jacter, forcément. Je vais faire ce que je fais. La musique est là, ouais.
Oui, Je l'ai proposé aux personnes qui ne sont pas là ce soir d'aller l'écouter. Donc, une présentation de la ouais, très bien. Ça, Ouais. ça va aller. Ouais. Et tu peux leur envoyer le petit texte qui existe là, de présentation. Et je crois que c'est Kara Chakra parce qu'il est en français, ouais. 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 Et puis après, tu n'es pas obligé d'envoyer tout le texte parce qu'à la fin, oui, eux, ils ont mis 8 modules. Tu peux sélectionner. Je vais continuer à pratiquer. Voilà. C'est bien ça. Donc comme ça, on peut se dire à peu près, ouais, 2 week-ends par module. C'est déjà pas mal. Et on a le temps. Après, on peut se faire un peu de révision uniquement sur Zoom. Il n'y a pas besoin de se déplacer, tout ça. Genre 1 heure et demie ensemble. Et on revoit les points les plus difficiles. Et ça peut largement suffire pour valider tout ça. C'est cool. C'est bien. Et puis après, vous aurez un PBA, mais ce ne sera pas à moi de vous le donner. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas de niveau comme ça. Il faudrait que je fasse un master programme d'abord. Ouais, voilà, il y aura la fin. Toi, tu as fait le débat, Antoine. Combien d'années? 3 derniers, ouais. Si tu passes, ouais. Je vais voir, c'est bon. C'est très formateur, tous les textes qu'il y a. Peut-être une douzaine de textes ou quelque chose comme ça. Il y a l'Amrim, il y a le Shantideva, il y a sur la nature de Bouddha, il y a la Visamantala, chapitre 4, le Lodjon, le Sutra du cœur, euh, il y a l'Oré, Paris, et puis les écoles aussi. Ouais, ouais, c'est très, très formateur. Mm. Les tantras, ouais, c'est génial. C'est très, très formateur. Franchement, je ne suis pas la même personne avant et après, forcément, parce qu'il y a aussi l'émulation avec les autres étudiants, il y a l'inspiration qu'on reçoit de l'enseignant, etc. C'est juste incroyable. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah voilà. Ça. Pour les mantras, parce qu'on parlait des Ah oui, mantras, tiens, pour les mantras. il y a il y a des mantras, mais il y a des mantras. Ben, il n'y a pas de mantra. Par exemple, on a soufflé sur une semaine dans les mains. Ok. Comment il y a des mantras aussi quand on fait la libération des âmes. Oui. D'accord, dans le livrage, et alors pour les mantras. Mais il y a moi, je ne sais pas si je le connais tous, mais une section vraiment de Nishmi Sora. Oui, il faudrait. Ça, c'est un mantra qui, en fait, peut souffler sur la semaine des chaussures, des pieds ou dans les mains. Ok. Donc, je l'ai pris pour tout. Ok. Voilà. Bâton de loup, des boussailles de loup, des haches, des Mhm. C'est ça, on voit juste sur un peu. non, pas du tout. Non.
C'est un terme, là. Hein, on arrête. Ouais, là, c'est ouais, là, On ça. a fait trois brouettes, on a fait trois Ah oui, brouettes, c'est pas mal. pour les brouettes, bah oui, forcément. Bon, mais je prends la solution, comment c'est écrit. Bon, Techa, Ragana, Boum, Shri, Sewa. On va faire tout de suite. Boum, Boum, Shri, Sewa. C'est vrai ça? Je suis là, c'est bien. Ouais. J'en ai bien un qui était donné par Jim Lindbergh, sur l'île Marin, mais je n'ai pas retenu. Et je me souviens que Lama Sopalin-Gauthier, quand il était venu à Radio-Guinée, après, il distribuait plein de des petits carrés, c'était des petits mandalas, tu pouvais accrocher à ton vélo, à la voiture, etc., et que quand tu les posais, ça devait certainement être béni par ce mantra. Oui, aussi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc c'est bien d'avoir ça, et puis de penser, et puis aussi de penser aux insectes minuscules, par exemple, les nagamandu, les conseils, ça, et quand on a fait les nouilles, on fait l'eau des nouilles, l'eau est bouillante, vaut mieux, quand on a essoré les nouilles, de ne pas verser l'eau bouillante tout de suite dans les canalisations, parce qu'il y a plein de bactéries, il y a plein d'animaux qui sont là, qu'on ne voit pas, et on peut les ébouillanter. Alors, moi, ce que je fais depuis qu'il a conseillé, c'est que je vide l'eau des nouilles dans un autre saladier, j'attends que ça refroidisse un peu, et après je vide. Parce qu'on ne sait jamais. On ne les voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas là. Alors, on pourrait le dire. On pourrait dire qu'il y a peut-être des bactéries végétales, c'est peut-être possible, par exemple les levures. Pour moi, j'ai l'impression que c'est végétal ou les champignons. Mais il y a peut-être des insectes infinitésimaux qu'on ne voit pas et qui sont là. Ouais, tu fais à l'intérieur du mur. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Eh ben, c'est super, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et puis, avec grand plaisir. J'étais pas très loin, j'étais à la porte à côté, donc vous profitez. Et puis, bah, on peut faire vous pouvez faire la dédicace à la maison ou, si j'y ai pensé hier, on y peut faire. Ouais. Ok. Je sais même pas, là, c'était un miracle, hein. Oui, c'était un miracle que j'y pense. On peut faire la dédicace parce que bah, vous avez énormément étudié et vous avez encore envie d'étudier. Vous êtes vraiment pris dans le truc. Vous êtes maintenant euh, des étudiants experts, d'une certaine manière. Vous savez comment prendre les choses tranquillement, mais avec beaucoup de consistance et de régularité. C'est ça qui est le plus important. Et donc, c'est très, très inspirant, forcément, pour des gens comme moi. On se dit, bah, finalement, ça sert à quelque chose. C'est utile d'avoir des gens, des oreilles attentives, des gens qui se posent des questions, qui interagissent, qui réfléchissent, etc. Parce que faut réfléchir, hein. Et donc, et donc, on peut dédier tout cela à la longue vie, à l'excellente santé de sa sainteté de la mort. Tout ce qu'on fait là, c'est la plus belle des offrandes de sa sainteté, une journée d'études sérieuses et à bien plus de valeur que des millions de prosternations. Donc, imaginez pour des gens feignants comme moi, à quel point c'est réjouissant d'entendre ça. Et donc, hein, c'est la plus belle des offrandes qu'on puisse faire à sa sainteté au Bouddha, c'est d'essayer d'apprendre, d'étudier ce dharma qui est libérateur, de le remettre en question, de l'infuser avec notre esprit pour le bien de tous les êtres. Et donc, que puissent tous les êtres obtenir l'éveil le plus rapidement possible, puissent tous les maîtres pleinement qualifiés comme nous, c'est pas des possible revenir le plus rapidement possible, que tous les droits humains et non humains soient respectés le plus rapidement possible, les droits des animaux, les droits du vivant en général, les droits de la planète soient respectés le plus rapidement possible, et que tous les enfants, les garçons et les pas garçons, les filles et les pas filles, aient une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, car on peut compter sur les futures générations pour qu'il y ait de moins en moins de dictateurs, de moins en moins de personnes caractérielles qui ont le pouvoir, etc. Et donc, ça peut être une occasion d'espérer pour la suite. Et en plus, comme disait Victor Hugo, l'esprit se nourrit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Merci à tous, merci à Jean-Paul pour sa confiance et son amitié, son encadrement. Et merci à vous tous, c'est grâce à vous qu'on est là. Merci. Avec grand plaisir.